Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la fin d'année. Aujourd'hui, nous faisons le bilan de cette année 2023 au plan politique avec le parti Union des Forces du Changement, UFC. Et pour en parler, le deuxième vice-président de ce parti politique, Sénat Ali Puis. Vous êtes également le troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable, et bienvenue. Merci. Bonsoir, M. Hor. Bonsoir, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. C'est tout un plaisir d'être sur votre plateau ce jour pour faire le bilan d'une année qui a été politiquement chargée. Une année politiquement chargée. Nous Absolument. allons essayer de la décortiquer avec vous. L'UFC a passé l'année 2023. Peut-être on espérait pouvoir aller aux élections puisque c'est ce qui avait été annoncé. Finalement, ces élections n'ont pas eu lieu. Au plan politique, comment avez-vous abordé l'année 2023 qui tire à sa fin? Alors, pour parler de bilan, il faut évaluer notre action. C'est par rapport aux ambitions que nous avons exprimées et aux objectifs que nous avons fixés. Il vous souvient qu'au début de cette année 2023, lors de la présentation des vœux, nous avons fixé 3 objectifs pour cette année 2023. Le premier objectif était l'obtention de la mise en place d'un cadre permanent de dialogue. Le deuxième objectif était plus un objectif interne qui était l'organisation d'un congrès pour notre parti. Et le troisième objectif était de travailler pour réduire l'impact de la vie chère sur les populations. Et je pense que dès le premier trimestre de l'année, nous avons obtenu gain de cause sur l'objectif qu'est la mise en place d'un cadre de dialogue à travers la création du CPC. Et nous avons également obtenu gain de cause sur l'organisation d'un congrès qui est un objectif interne. Et nous continuons à travailler sur le troisième objectif qui est ongoing, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui continue. Il y a eu des mesures que le gouvernement a prises en septembre 2022. Il y a des mesures qui continuent, qui sont contenues dans la loi de finances. Vous voyez, c'est un budget de plus en plus social. Donc nous continuons à pousser de ce côté-là pour qu'il y ait de plus en plus de filets sociaux pour les couches les plus vulnérables parce que la vie coûte cher au Togo. La vie coûte très très cher et nous sommes très sensibles à cela et c'est notre priorité, c'était une priorité, c'est une priorité et nous souhaitons qu'on puisse faire des enjambées pour que le revenu des Togolais s'améliore. Alors, l'année 2023, je le disais en introduction, était pressentie pour être une année électorale, doublement électorale d'ailleurs, pour le compte des législatives et des élections régionales. Finalement, ces élections n'auront pas lieu cette année. Elles sont prévues pour le premier trimestre 2024. Vous vous étiez peut-être déjà préparé à aborder une année électorale. Comment la terminez-vous finalement, en sachant que les élections sont repoussées de quelques mois? Ce n'est que partie remise. L'homme propose, Dieu dispose. Je pense que le chef de l'État lui-même l'avait annoncé dans un de ses discours. Et nous, comme formation politique, chef de file de l'opposition, du moins, quand bien même l'opposition est plurielle, nous nous attendions à aller aux élections. Mais bon, les interactions politiques et notre histoire politique fait que nous ne pourrons pas aller aux élections maintenant. Ce n'est que partie remise. La tenue des élections suivant un calendrier est quelque chose d'important. Mais il faut comprendre que notre pays sort de la Covid. Notre pays est aux prises avec une crise sécuritaire au nord du pays. Nous avons un contexte sous-régional fragile, nous avons un contexte de vie chère. Et donc, toutes ces choses-là, forcément, impactent le processus dans lequel nous sommes. Et même nous avons été au recensement électoral. Cela a amené de nouveaux débats. Il y a eu une prolongation du délai pour se recenser. Ensuite, il y a eu dialogue pour évaluer, puis le temps de revenir, de se préparer. Donc, tout cela a, d'une façon ou d'une autre, impacté le calendrier. Dieu merci, il y a des dispositions constitutionnelles qui permettent un glissement. Ce n'est pas l'idéal, mais nous travaillerons avec cela, en gardant en tête que, comme parti politique, notre position a toujours été l'organisation d'élections générales pour faire économiser de l'argent aux contribuables, pas à l'État, puisque l'État prélève l'argent chez les populations. Donc, pour faire des économies aux populations, nous avons toujours estimé, autant pour moi, qu'il est plus opportun d'organiser des élections locales, législatives et même régionales, si possible, ensemble. Et la présidentielle est décalée, ou si on veut faire quelque chose de plus général, c'est loisible.
Alors, si on s'en tient à votre dernière position pour des élections générales, oui. On sait que les législatives, normalement, vous êtes député, le mandat normalement finit à la fin de cette année, au début janvier, et pour les locales, c'est en 2024. Est-ce qu'il faut là attendre que le mandat des élus locaux aussi finisse et qu'on organise des élections générales, ou bien il y aura un compromis qui permette à certains d'allonger un peu et à d'autres d'écourter un peu pour qu'on organise des élections générales, selon votre conception? Il faut comprendre que nous sommes une minorité. Nous sommes en minorité. Et comme minorité, il est important qu'on exprime notre position. Maintenant, il y a une majorité. Nous avons un calendrier qui nous est dicté par la Constitution et un ensemble de facteurs. Comme minorité, comme parti, dont l'objectif, je vous disais, est la lutte contre la vie chère, tout ce qui peut nous permettre de faire des économies aux Togolais, nous sommes preneurs. Et les élections générales font faire des économies aux Togolais. Coupler les élections fait faire des économies aux Togolais. C'est pourquoi nous prenons cette posture. Vous savez, une élection au Togo peut coûter jusqu'à 15 milliards, sinon un peu plus. Donc quand vous faites les élections législatives, 15 milliards, vous venez faire des régionales, 15 milliards, ensuite vous faites la présidentielle, 15 milliards, et ensuite vous faites les locales, 15 milliards, ça fait à peu près 60 milliards. Toutes choses étant égales, les élections n'ayant pas le même coût. Bon, on a eu la bonne idée de au moins coupler les régionales et les législatives. Donc, il y aura peut-être des économies. Mais je vous explique que si on couple le tout, qu'est-ce que le temps finalement? Puisque nous sommes déjà en retard. Mais ce n'est pas un débat que nous devons avoir sur la place publique, c'est une question politique et nous en avons débattu au cadre permanent de concertation. Et s'il doit y avoir un consensus ou un glissement sur ces questions-là, il ne m'appartient pas de venir en parler sur la place publique. Je pense que le chef de l'État a fixé un cap. La CENI de travail va nous proposer un calendrier et nous nous en tiendrons. Mais c'est de bonne guerre que, soucieux de la vie chère dans le pays, tout ce qui peut permettre de faire des économies qui vont servir à créer de nouveaux filets sociaux pour aider les populations, notamment les femmes du marché dont le marché vient de brûler, tous ces gens, tout ça, ça va coûter de l'argent. Donc il vaut mieux économiser partout où nous pouvons. On fait une seule campagne, on renouvelle la classe politique tous les 6 ans et tous les mandats sont alignés et puis le pays est plus stable politiquement. Vous voyez, mais bon, ne perdons pas beaucoup de temps avec cette question. Je pense que nous sommes prêts pour les élections. Nous avons toujours été prêts et nous sommes prêts. Et donc, que ce soit aujourd'hui ou même demain midi, bon, nous sommes prêts. Vous êtes déjà prêt, même si c'est demain midi. Sénal, et puis vous êtes le deuxième vice-président de l'Union des forces du changement, UFC. Votre parti a organisé son congrès cette année, congrès en vue, comme je le disais, de la participation aux prochaines élections où vous êtes conforme aux tests en vigueur. Sauf que pour l'organisation de ce congrès, on avait eu un premier communiqué disant que l'UFC aurait un congrès qui a été annulé, puis finalement un autre congrès a été organisé. C'est l'occasion pour nous de vous interroger sur tout ce qu'on a connu comme rebondissement dans l'organisation du congrès de l'UFC. Finalement, ça a été organisé. Vous êtes le deuxième vice-président de ce parti. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de débats internes, puisque nous sommes un parti politique démocratique. Et je vous avais promis, je l'ai promis 2 fois sur ce plateau, que nous tiendrons un congrès. Et donc, étant un homme de parole, nous avons tenu le congrès, conformément aux vœux de M. Olympio et de la majorité des membres du bureau directeur. Donc je pense qu'à l'issue de ce congrès, le porte-parole de notre parti s'est abondamment expliqué sur les conditions dans lesquelles nous l'avons organisé. Nous avons reconduit le président Olympio et là maintenant nous sommes en train d'avancer. Je pense que si nous voulons avancer, il ne faut pas trop revenir sur les choses qui nous ont peut-être divisés ou trop regarder dans le rétroviseur. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons tenu notre congrès conformément à nos statuts, notre règlement intérieur et aux lois en vigueur. Nous sommes prêts pour les élections et la main reste tendue. Ma main, comme celle des autres membres de la majorité du bureau directeur, reste tendue à tous les sympathisants pour qu'ils nous rejoignent comme militants et à tous qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec nous. Il y a de la place pour tout le monde dans la maison de la Blodée. C'est encore le temps de rentrer. Il y a de la place pour tout le monde, pour qu'on travaille ensemble, pour bâtir un pays qui nous ressemble et qui nous rassemble.
En tant que parti politique chef de file de l'opposition au Togo, vous participez à l'animation de la vie politique du pays. Le Togo, dans son ensemble, ou du moins l'État togolais, représenté par le chef de l'État ou des ministres, ont pris des décisions sur l'actualité nationale et internationale. Nous allons aborder cet aspect en commençant par l'actualité internationale, surtout ces derniers mois ou cette année 2023, marquée par la poursuite des coups d'État dans la sous-région. Je veux parler du coup d'État au Niger avec la position du Togo qui n'a pas changé, toujours l'option du dialogue. Quelle a été votre position, vous, à l'UFC, sur cette situation de coup d'État et la position du Togo? Il n'est pas aisé de donner une position du parti politique puisque je n'ai pas été mandaté à cet effet. Sur le principe, nous sommes opposés au coup d'État. Maintenant, comme acteur politique, je peux vous donner mon opinion qui est que je suis contre les coups d'État. Les coups d'État militaires, les coups d'État institutionnels, les coups d'État électoraux, les manifestations de rue qui visent à renverser les institutions, tout ce qui est différent d'un vote libre et transparent pour désigner les représentants, nos représentants dans les institutions de la République, je n'y suis pas favorable. C'est une question de principe. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Entre la situation entre les principes, la situation qui est une situation de droit et les situations de fait auxquelles nous sommes confrontés, nous devons faire preuve de pragmatisme et de réalisme. Et je pense que c'est un tout petit peu ce que fait notre État. Et étant député au Parlement de la CEDEAO et au Parlement de l'Union africaine, nous défendons la position du Togo dans ces institutions-là. Et c'est cette position que, si je dois donner une position, que je défends. Mais je pense que le ministre des Affaires étrangères l'exprime bien. Et donc, nous sommes tous sur cette position-là. Lorsque notre parti politique, comme parti politique, aura délibéré, la commission politique aura fini ses délibérations sur ces questions-là et nous aura donné une position peut-être qui diffère, je pense que quelqu'un d'un peu plus politique que moi pourra donner cette position-là. Mais sur le principe, nous sommes contre les coups d'État. Nous pensons que les gens, le meilleur moyen de choisir ses dirigeants, c'est de les élire. Et nous saluons le président Weah qui s'est retiré avec élégance au Libéria. Et nous souhaitons que des exemples de ce genre se multiplient. Bon, maintenant, pour ceux qui ont pris le pouvoir par la force, nous devons travailler pour retourner à une situation normale le plus rapidement possible. Alors, la situation, nous revenons au plan national pour parler de la situation sécuritaire. Le Togo a continué à connaître des incursions terroristes, même s'il n'y a pas encore de nid des terroristes au Togo. Ils font des incursions, ils font des attaques dans le nord du Togo. Le Togo avait décidé, dans un premier temps, de ne pas communiquer vraiment sur cette situation, mais dans un passé récent, on a vu que la situation a semblé évoluer. On a commencé un peu à parler de la situation. Que dites-vous à ces populations meurtries dans le nord Togo et qui vivent, en quelque sorte, les affres du terrorisme? Merci beaucoup pour votre question. Je pense qu'il est peut-être un peu exagéré de dire que le Togo a choisi de ne pas communiquer. Peut-être qu'il a espacé la fréquence à laquelle les informations sur ce conflit sont données. C'est-à-dire qu'au lieu que les informations soient données de minute en minute, d'heure en heure, de jour en jour, ça se fait peut-être par mois ou au trimestre. Donc c'est une question de fréquence. Il n'y a pas une volonté délibérée de garder de l'information et de ne pas la porter vis-à-vis du public. C'est juste mon opinion. Peut-être que je me trompe et que vous avez raison. Mais moi, ma perception est celle-là plutôt. Aux populations du Nord et de tout le Togo, j'exprime toute ma compassion pour ceux qui ont perdu des gens. Et je nous appelle à la vigilance et à l'unité. Je pense que dans un contexte comme celui dans lequel nous sommes, le terrorisme menace nos États, menace notre démocratie et nous devons faire bloc derrière les institutions que nous avons pour défendre notre pays. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et il faut régler la question du développement, la question de la pauvreté. Parce que dans le fond, c'est la pauvreté qui crée un climat propice à l'éclosion et au développement du terrorisme et de tous ces mouvements qui visent à saper l'autorité de l'État. Donc il est important qu'on se ressaisisse et qu'après 63 ans d'indépendance, on fasse de nos États des États structurés pour le développement, des États qui se développent, comme l'ont rêvé les pères fondateurs de la Blodé. Et c'est ce qui a motivé leur lutte pour nous arracher l'indépendance
Il faut qu'on revienne sur ce chemin-là et je pense que notre parti, l'UFC, a proposé des solutions en 2018 qui sont toujours pertinentes et en proposera de nouvelles pour répondre aux défis auxquels nous faisons face, pour que nous puissions apporter notre contribution, la touche à Blodé à ce qui se fait dans le pays. Et qui sait, si nous sommes en majorité, reprendre cette politique-là au profit des Togolais et faire du Togo l'or de l'humanité. Alors, le gouvernement togolais, pour venir en aide aux populations dans le nord, surtout dans la région des Savanes, a pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles le programme d'urgence pour la région des Savanes, PURS, et d'autres actions qui sont menées pour venir en aide aux populations, puisque vous l'avez dit, la précarité aussi est l'une des conditions qui poussent souvent des citoyens à se retourner contre leur pays. Quel regard portez-vous sur ce programme et avez-vous quelque chose de mieux à proposer? Si vous étiez demandé peut-être d'améliorer, qu'auriez-vous ajouté? Oui, c'est-à-dire que c'est une approche de ce qu'on appelle en économie, pour certains, shopping list. On vient avec une liste de projets et de programmes. On va chercher le financement un peu partout. FMI, Banque mondiale, Banque africaine de développement. On ne développe pas un pays de cette façon-là. Les pays qui sont vraiment développés, l'État est maître de son destin. La question de l'indépendance est importante. Si on veut se développer, si on veut continuer à se développer par tâtonnement, oui, on peut continuer. Mais si on veut vraiment développer nos pays, il faut qu'on ait de vraies politiques de développement, comme on l'a vu avec le PND à un moment donné, mais qu'on règle la question du financement. Et donc, ce que je suis en train de dire ici va au-delà des questions politiques. Ce n'est pas une affaire de le gouvernement ne fait pas bien ceci ou cela. La plupart des gouvernements qui arrivent au pouvoir en Afrique de l'Ouest suivent le même type de programme. Ils vous promettent la lune et le soleil et dès qu'ils arrivent, ils se précipitent au FMI et à la Banque mondiale pour essayer de négocier des facilités. Les vrais pays qui se développent ne fonctionnent pas comme ça. On a une banque centrale qui peut jouer un rôle important dans le développement de nos pays en finançant les économies, en aidant à mettre les gens au travail. La monnaie peut jouer un rôle important dans le développement de nos économies et je pense que nous aurons l'occasion sur ce plateau ou sur un autre de revenir là-dessus parce que c'est important. Si nous ne nous développons pas, nous sommes en train de miner le terrain pour nos enfants. Donc ça, ce n'est pas une affaire de je suis au pouvoir ou je suis de l'opposition. C'est une affaire de quel Togo laissons-nous à nos enfants? Est-ce que nous leur laissons un pays politiquement stable, comme nous avons pu le faire en partie là maintenant, économiquement viable? Le gouvernement essaie, mais nous ne sommes pas encore là où nous devons être. Et il faut changer d'approche. Nous devons être plus indépendants. Et quelle approche proposez-vous? Moi, l'approche que je propose, c'est une approche où on n'attend pas qu'il y ait des problèmes pour réagir. On anticipe. Vous voyez, récemment, on nous disait que le marché a brûlé. Justement, nous allons en parler tout à l'heure. C'est l'approche des projets. Quelqu'un a gagné l'appel d'offres pour nous construire ce marché-là. Il nous a mis quelques toits et quelques affaires. C'est fait. On place les gens là-bas, on collecte les tickets. On repaye les gens qui ont financé le projet, la municipalité, l'État. Il y a plusieurs... Non. Pour moi, un marché relève à la fois, certes, de l'EPAM, mais également de la municipalité, qui ont la responsabilité de s'assurer que l'endroit est propre, l'endroit est... Donc, quand je disais propre, donc c'est sanitairement, ça va, que l'endroit est sécurisé, c'est-à-dire qu'on peut venir faire ses opérations commerciales là-bas en toute sécurité, et donc qui inspecte. Est-ce qu'on a des inspecteurs? Est-ce qu'on a, et périodiquement, indépendamment, ce n'est pas en attendant les instructions de quelqu'un, ça se fait naturellement, c'est question de gouvernance. Donc on n'attend pas qu'il y ait un feu pour commencer à cotiser pour aller aider les gens. Périodiquement, on inspecte, on s'assure qu'on a tout ce qu'il faut, les mesures préventives sont faites pour qu'on évite les incidents. Idéalement, c'est ça. Pareil pour les inondations. On construit des bassins, quelqu'un gagne l'appel d'offres. Est-ce que ce qu'il va faire est cohérent avec une politique, un plan urbain plus vaste? Dieu seul sait. Il a eu toutes les peines du monde à gagner ce petit marché. Il le fait, il le livre, ce que ça deviendra. Ce n'est plus son problème. On fait peut-être le bassin au mauvais endroit. On fait un bassin peut-être qui ne communique pas suffisamment bien avec les autres. Et quand il pleut, tu as 4-5 bassins donnés à 4 ou 5 entreprises différentes qui les ont faites. Les choses ne sont pas synchronisées. Et c'est inondé quand même. Et on doit l'argent pour ces bassins-là, peut-être. Je ne sais pas comment c'est financé, mais c'est pour vous dire que je n'y crois pas du tout à la shopping list. L'État doit s'asseoir et se dire, bon, j'ai 8 millions de Togolais aujourd'hui.
Dans 5 ans, j'en aurai 10. Dans 10 ans, j'en aurai 15. Ils ont besoin d'eau, d'électricité, d'emploi, de services de santé. Comment on s'assure de la retraite des gens? Les services sociaux, ce n'est pas tout le monde qui peut travailler. L'État doit être dans un rôle de planification et de régulation. Je ne le vois pas entreprendre. Donc je ne dis pas que l'État doit créer plein de grosses sociétés d'État et se mêler de tout et de rien. Mais il doit créer un environnement de plus en plus propice au développement. Et je dois dire à la décharge du gouvernement actuel que depuis 2005, il y a eu d'énormes réformes. On vient d'un budget de 250 milliards en 2005. On vient de passer le cap de 2000 milliards. Donc on a quand même fait un énorme bond en avant. Mais pour les problèmes que nous avons en face de nous, ça appelle des solutions collectives. Je ne pense pas que le gouvernement seul a toutes les idées et tout ce qu'il faut pour régler tous ces problèmes-là. Raison pour laquelle nous avons fait l'option de travailler ensemble avec eux et critiquer leur action puisque nous sommes de l'opposition et dans l'opposition pour apporter un autre son de cloche qui peut les aider à améliorer ce qu'ils font ou à regarder les choses avec une autre perspective, et tout cela au profit des populations togolaises. Donc pour nous, l'opposition, ce n'est pas insulter, mais l'opposition maintenant, c'est de proposer. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que pour régler les problèmes que nous avons, l'État doit fournir un certain nombre de services standards à l'échelle nationale. Vous pouvez aller vous installer à Djarkpanga ou à Dapaon, vous devez avoir l'eau courante, l'électricité, l'eau. Qu'il y ait des habitants là-bas ou non, les infrastructures doivent être déjà là. Voilà. Monsieur Sénat, puis vous avez déjà abordé en partie la question qui va venir, ça concerne les incendies. Il y a une dizaine d'années, on en a connu, et cette année encore, on en connaît ou on en a déjà connu. Cette année, on espère que c'est les derniers qu'on a connus. Le marché d'Agueassier est parti en flammes. Il y a de cela quelques jours, ce n'était pas le seul, il y a eu un cas aussi à Kara, même si ce n'est pas la même ampleur. D'abord, votre parti, l'UFC, a sorti un communiqué. Vous avez l'occasion de revenir sur la situation. Et quel regard portez-vous sur ces marchés qui partent en fumée? Il y a un cas déjà en 2010 qu'on n'a pas totalement réglé parce que les enquêtes, les conclusions ne sont pas rendues publiques. On ne sait pas si c'est terminé ou pas. Finalement, que dites-vous à l'UFC? Bon, je ne veux pas vraiment politiser cette affaire-là. Je pense qu'il y a beaucoup de téléspectatrices qui nous regardent ce soir à la télé, qui ont perdu leur fonds de commerce, qui ont perdu des marchandises dans cet incendie-là. Tout ce que je peux leur dire, c'est leur exprimer ma compassion et notre solidarité et dire que nous, si aux prochaines élections nous sommes en majorité, nous prendrons toutes les mesures pour qu'aucun marché ne brûle à nouveau. C'est-à-dire que les marchés seront équipés de façon à ce que dès qu'un incendie se déclenche, on puisse le maîtriser. On ne soit pas en train d'attendre les pompiers. Que les contrôles soient faits trimestriellement, pour ne pas dire mensuellement, selon la taille du marché et le nombre de personnes qui y sont et qui fonctionnent, nous prendrons des mesures préventives. Donc, vous pouvez nous faire confiance pour cela. Nous n'allons pas attendre qu'il y ait un feu pour venir tous pleurer et nous demander qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu, alors que nous pouvons prendre des mesures pour justement éviter le feu. Bon, mais l'heure n'est pas à chercher un coupable ou à se blâmer. Nous sommes tous collectivement responsables de cette situation. Serrons-nous les coudes et voyons qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces femmes. Et ensuite, nous, à l'interne, qu'est-ce qu'on peut faire comme proposition à l'EPAM, au gouvernement, à travers le ministère qui s'occupe des municipalités, pour que ce que nous attendons puisse se matérialiser. Nous en débattrons probablement au CPC et c'est le meilleur lieu, je pense, pour nous de faire des propositions, puisque nous ne sommes pas en campagne électorale. Alors, le CPC, effectivement, qui a ouvert ses travaux, repris tout récemment. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous êtes d'ailleurs le 3e vice-président de l'Assemblée nationale au Togo. Vous bouclez finalement 5 ans de mandature en tant que député de l'UFC. Pour cette mandature-là, qu'avez-vous personnellement apporté, s'il vous est donné de faire un bilan de votre passage au sommet à l'Assemblée nationale? Qu'avez-vous pu apporter pour le bonheur des Togolais? Puisque prochainement, vous allez, je suppose, encore briguer leur vote pour les prochaines élections qui se profilent à l'horizon. Ça, c'est pas du tout évident. Vous savez, personne ne s'autoproclame ou ne se fait chef ou ne vient se pointer que je veux vous... Nous avons fait un travail. Nous allons expliquer aux populations et continuer d'expliquer aux populations qu'est-ce que nous avons fait comme travail. Et si les populations et ensuite notre parti politique estiment que nous avons
quelque chose à faire ou quelque chose à apporter, ils nous investiront pour défendre les couleurs de notre parti et représenter ces populations-là, du moins aller nous soumettre à leur suffrage. Donc, il est prématuré pour parler de candidature en ce qui me concerne. Ouais. L'heure est plutôt au bilan qu'avons-nous fait. Oui. Malheureusement, il nous reste probablement moins de 5 minutes. Mais si je devais résumer ce que... Juste quelques grandes lignes. Je vous inviterai plutôt à aller sur mon site web www.alipuy.com et sur la page d'accueil, vous verrez le projet de société de notre parti Ensemble pour un Togo nouveau et les 10 mesures qu'aurait pris un gouvernement à Blodé. Vous lisez tous les engagements que nous avons pris en 2018. Et vous regardez la situation aujourd'hui et le bilan se fera de lui-même. Nous avions proposé de créer le SMIC, ou du moins d'amener le SMIC à 50 000. Il est à 52 000 aujourd'hui. Nous avions promis de faire les réformes institutionnelles et constitutionnelles pour limiter le mandat à 2. C'est fait. Nous avons fait un certain nombre de promesses qui sont quasiment toutes tenues. Au jour d'aujourd'hui, c'est la vie chère mon problème et c'est pourquoi on parle d'élection générale parce que ça va nous faire économiser de l'argent. Aujourd'hui, ma priorité, c'est l'identification biométrique. Parce que chaque fois, c'est la même histoire. On répète, on va au recensement. Après, les mêmes qui ont été au recensement, qui ont obtenu une rallonge, reviennent pleurer que ce n'était pas bien fait, que bon, et quand on montre que ça a été à peu près bien fait, ils commencent à pleurer que, mais oui, mais ça a été fait sur la base de déclarations. Alors que c'est justement à Lomé qui a le plus de déclarations faites par les chefs et tout cela pour identifier les gens. Moi, je dis que la solution, elle est très, très simple. Faites le recensement biométrique, l'identification biométrique. Tout le monde a un identifiant unique avec les empreintes et tout. De ça, on va extraire l'état civil. De ça, on va extraire les registres pour pouvoir aider les gens s'il y a un problème, comme on l'a fait avec Novici. De ça, on va pouvoir faire la liste tout faire. C'est le B à bas du développement. Et je suis content quand même que le gouvernement l'ait compris. En tout cas, nous l'avons voté. Et nous allons continuer à les talonner pour qu'ils le fassent. Bon, si nous ne le faisons pas et que nous nous retrouvons en majorité, je vous promets que dans les 100 premiers jours d'une majorité UFC, si c'est ce que les populations souhaitent et nous accordent, l'identification biométrique sera faite. C'est-à-dire que avant fin juin 2024, ça sera fait. Mais bon, nous sommes en minorité. Et quand je regarde comment nous sommes structurés, il est possible que nous soyons toujours en minorité, mais nous voulons occuper plus d'espace sur l'échiquier politique à mesure que nous nous restructurons. Et donc, nous sommes malheureusement dans le rôle de devoir talonner et bousculer le gouvernement pour qu'il fasse l'identification biométrique. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais l'UFC, l'Union des forces du changement, dont vous êtes le deuxième vice-président, boucle cette année 2023. Quelles sont les perspectives pour l'année 2024 qui s'offre à vous? Alors, nous revenons de loin et nous allons loin. Nous avons fait notre congrès. Nous sommes en train de restructurer le parti. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. Nous sommes en train de l'institutionnaliser. Nous voulons en faire une force politique importante. Bon, nous ne sommes pas premiers de classe. UNIR a une longueur d'avance. Ils sont beaucoup mieux organisés. Ils sont plus grands. Ils ont les moyens de l'État. Ils ont toutes sortes de facilités que nous n'avons pas encore. Mais nous n'allons pas être derniers de classe. Nous nous battons pour augmenter notre part de marché, si on veut parler comme dans les affaires. Et nous allons aux prochaines législatives confiants. Je pense que si les populations nous ont fait confiance au mouvement de la Blodé pour permettre au Togo d'être indépendant, vous pouvez nous faire confiance pour contribuer à continuer à stabiliser l'environnement politique dans ce pays et à contribuer au développement, que ce soit comme acteur ou que ce soit comme copilote, comme c'est le cas comme chef de l'opposition. On est là pour aider à corriger ce qui ne va pas et travailler ensemble pour faire avancer le pays. Le Togo d'abord. Alors nous arrivons à la fin de cet entretien. Un mot de fin? Je dirais que la politique, c'est une aventure collective. Le Togo a plusieurs défis devant lui. Nous n'avons plus le temps de nous quereller et de nous disputer sur qui est de tel parti, qui n'est pas, qui est de l'opposition, qui est du parti au pouvoir. Il faut qu'on soit vraiment unis pour bâtir un pays prospère, pour bâtir un pays où règne la sécurité comme c'est le cas jusqu'à présent. Il faut faire bloc derrière les institutions pour qu'on puisse continuer à bâtir un pays qui nous ressemble et qui nous rassemble pour faire du Togo
l'or de l'humanité, comme l'ont rêvé les pères fondateurs de la BLODE. Merci beaucoup, Sénat Lipuy, troisième vice-président de l'Assemblée nationale, deuxième vice-président de l'Union des forces du changement, UFC. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.